j'ai une entreprise qui s'appelle En Conscience, qui est sur Toulouse. Et donc j'ai monté cette association que j'ai basée sur Saint-Lys pour l'instant, qui va bientôt déménager pour aller aussi sur Toulouse. Et donc on a trouvé une salle, parce que c'est très difficile pour une association de trouver une salle pour pratiquer. On a trouvé une salle à louer à Plaisance du Touche, qui est une très belle salle, une salle de danse où on peut pratiquer dans des bonnes conditions. Donc il y a toute une partie méditation où les gens peuvent commencer à pratiquer des techniques en groupe, des techniques de respiration, des techniques d'extension de conscience pour vraiment se centrer, pour apprendre à se connecter, à être bien ancré, parce que la méditation, ça ne demande pas d'être perché, ça demande vraiment d'être ancré. C'est ici que ça se passe, c'est pas la spiritualité telle qu'on la rêve dans les manuels New Age. Donc c'est vraiment des techniques. La méditation, il y a des nombreuses études scientifiques qui ont été faites sur les bienfaits de la méditation. Donc, ce sont vraiment des études scientifiques. Il y en a vraiment aujourd'hui des centaines, voire des milliers. C'est enseigné dans les hôpitaux, c'est enseigné dans les CHU. Il y a des médecins qui pratiquent ça et c'est aujourd'hui enseigné dans les écoles. Et on espère que ça gagne un peu dans les écoles parce que ça serait vraiment bienvenu. C'est aussi enseigné dans les prisons et partout où ça a pu être enseigné dans les milieux carcéraux. Et ben, il y a eu des résultats énormes, des changements de comportement qui étaient vraiment incroyablement bénéfiques pour les populations. Donc le but de la méditation, c'est de retrouver un peu de calme, c'est quand on est dans des états dépressifs, c'est de revenir vers soi et de pouvoir faire baisser sa dépression, de faire pouvoir baisser ses crises d'angoisse, tout ce qui aujourd'hui agite beaucoup de personnes. Et puis la partie hypnose, c'est fait pour se reconditionner. En fait, l'hypnose, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'on a l'impression qu'on va être manipulé. Déjà parce qu'on voit beaucoup, par exemple à la télé, des spectacles sur l'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose de spectacle n'a absolument rien à voir avec l'hypnose thérapeutique ou l'hypnose médicale. Donc l'hypnose de spectacle, déjà on va sélectionner des gens dans la salle, on va leur faire des tests pour rapprocher les doigts, pour voir les gens les plus suggestibles. Et puis ceux qui sont les plus suggestibles, on va leur faire une série de 3 tests. Et les plus suggestibles des plus suggestibles, on va en prendre 10. À qui on va faire la poule et des tas d'âneries. Alors du coup, évidemment, ça fait pas sérieux, on a l'impression que l'hypnose, c'est de la manipulation, et que c'est un peu ridicule, et que c'est fait pour se moquer, pour rigoler, que c'est un truc superficiel. Bon. En réalité, l'hypnose, c'est un état naturel, l'état hypnotique, c'est un état naturel, certains disent un état de conscience élargi, mais c'est un état qu'on retrouve plusieurs fois dans la journée. Au moment où on va s'assoupir un petit peu, au moment où on s'endort, on a des ondes, ce sont des ondes mesurables en fréquence hertzienne, et ce sont des ondes dans lesquelles on rentre plusieurs fois par jour, et c'est des états hypnotiques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple de conduire votre voiture, ou de faire un trajet que vous connaissez déjà, et puis au bout d'un moment, on se rend compte, alors qu'on est attentif à la route, on se rend compte qu'on est déjà là. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir été absent à plein de choses, quoi. Et ça, c'est un état hypnotique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, votre inconscient, il sait parfaitement piloter, il connaît la route, il fait les choses par répétition, mais vous n'avez pas conscience d'avoir parcouru ce chemin. Et les états hypnotiques, on en a plein tout le temps. Quand vous regardez un film à la télé et que vous êtes absorbé dans le film, dans l'histoire du héros ou du bandit, vous êtes absorbé dans le scénario et vous êtes complètement dans le scénario, comme si ça se passait devant vous, même comme si vous fusionniez avec, on a l'impression d'être dans la peau du héros ou de celui qui est en train de se battre ou d'être dans une intrigue policière, etc. Et on a peur pour lui, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est projeté dans son scénario et on est pris en état un peu de transe, c'est-à-dire on superpose l'histoire à sa propre histoire. Donc ça, c'est aussi des états d'hypnose. Et l'état d'hypnose, on le vit en fait tout au long de la journée, et puis on le vit depuis qu'on est tout petit. C'est-à-dire que tout est suggestion dans la vie. Quand on vous dit de vous habiller comme ça, de dire bonjour à la dame,
d'être poli ou de vous comporter d'une certaine façon. Tout ça, ce sont des suggestions qui, d'un côté ou de l'autre de la planète, ne se passent pas de la même façon. Donc ça veut dire que ce n'est pas un état spontané, c'est un état qu'on enseigne, ce sont des suggestions. Tiens-toi droit, etc., etc. Tire pas la langue quand tu manges, ou je sais pas, ou ferme la bouche, ou etc. Tout ça, ce sont des suggestions qui finissent par nous mettre dans un conditionnement. Et on nous dit, voilà, si tu fais ça, tu seras gentil, etc. Et donc, voilà, on sait se comporter pour comment se faire aimer. Voilà, tout ça, ce sont des conditionnements qui sont aussi des conditionnements hypnotiques. Donc l'hypnose, en fait, c'est un outil qui pour moi est un outil de déconditionnement. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'hypnose à vision thérapeutique pour, donc je vous disais, ça, quand on s'en sert professionnellement, ça sert à déstresser, ça sert à élargir ses capacités, à aller chercher des ressources, à favoriser l'apprentissage, à déconditionner des conditionnements, par exemple, sur l'alimentation. On peut avoir des comportements avec l'alimentation qui sont pas forcément bons pour notre santé. On peut arrêter de fumer, bien entendu, avec l'hypnose. Je crois que ça, c'est quand même assez connu. C'est même assez facile à faire. Mais le problème, c'est qu'il faut que la personne soit motivée, parce que si elle n'est pas motivée, ça va être très facile de la faire arrêter. Par contre, elle va reprendre tout aussi facilement parce qu'elle ne sera pas motivée vraiment. Elle aura toujours envie de fumer. Donc ce que ça suppose quand on pratique de l'hypnose, si on veut aller vers des résultats, ce qu'il faut, c'est que la personne soit motivée et qu'elle ait confiance. Donc confiance dans le processus, confiance dans le thérapeute. Donc pour aller en hypnose, en fait, ce qu'il faut, c'est ralentir ses ondes, ralentir sa fréquence. Hein, parce que le cerveau fonctionne sur des fréquences hertziennes, comme tous les organes du corps. Et quand on se met en hypnose, en fait, on ralentit ces fréquences. Et on passe en ondes delta, alpha, etc. Et on descend, on descend, on descend. Donc on ralentit. Donc en fait, il y a toute une induction. Moi, l'hypnose que j'ai apprise, parce que j'ai bien entendu passé des diplômes, j'ai fait une formation, hein, je ne me suis pas autoproclamée hypnothérapeute. Donc j'ai fait une formation, j'avais commencé à l'Arche, et puis j'ai fait une autre formation, à l'Arche c'est à Paris, et puis j'ai fait une autre formation sur Montpellier. Et donc quand on apprend les techniques d'hypnose, eh bien, on apprend des tas de protocoles, on apprend qu'il faut effectivement amener la personne dans un ralentissement de cette fréquence. Alors, il y a plusieurs sortes d'hypnose, il y a l'hypnose humaniste, il y a la nouvelle hypnose, etc. Bon, moi j'ai pratiqué l'hypnose ericksonienne. Erickson était un psychiatre très connu, un psychiatre américain, qui était vraiment un génie, quoi, et qui a donc apporté des tas de techniques à l'hypnose. Donc ça se travaille beaucoup en psychiatrie pour changer les comportements, pour améliorer, je vous disais, pour les apprentissages, pour les addictions, pour des comportements qui sont un peu en décalage, qui font souffrir. Si vous avez des comportements, des croyances limitantes, des impressions de ne pas être suffisant, de ne pas être comme il faut, de ne pas faire ce qu'il faut dans la vie, etc. Souvent, ça peut faire souffrir, ce genre de pensée sur soi-même, de penser qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas, parce qu'on a été conditionné comme ça, les parents croyant bien faire, ils vous ont dit des choses qui ensuite vous ont conditionné d'une certaine façon, et puis vous vous sentez limité, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez pas capable, pas à la hauteur. Ça, c'est fréquent. Donc, pour changer ces conditionnements, eh ben, on va suggérer des scénarios. Donc ce qu'on fait, nous, pendant les séances hebdomadaires, parce qu'on fait chaque semaine, tous les lundis soirs, une séance qui dure 1h30. On fait la première partie avec des techniques de respiration, puis une partie de méditation. Et puis ensuite, on a une séance collective en hypnose. Alors, quelle est la différence entre hypnose et auto-hypnose? Eh bien, l'hypnose, c'est quelque chose que on vous fait, c'est-à-dire il y a un hypnothérapeute ou un hypnotiseur, on va dire, qui vous amène dans l'état de conscience élargi. Et puis l'auto-hypnose, c'est vous apprenez vous-même des techniques qui vont vous amener dans cet état.
Et pour changer donc vos croyances, pour changer vos limites, pour aller vers des nouveaux comportements, aller vers des nouvelles ressources et pouvoir vivre plus confortablement, plus à l'aise, voilà, dans une vie plus sereine, moins limitante, moins souffrante. Donc, si ce soir j'ai intitulé la soirée auto-hypnose, c'est aussi pour lever un petit peu les difficultés des freins qu'on peut avoir avec le terme hypnose. Et puis, parce que le but, c'est aussi de voir comment, avec le mécanisme que je vous montre là, comment soi-même on peut pratiquer une séance à partir des techniques que je vous montre. C'est-à-dire se mettre en induction soi-même. Alors la partie induction, c'est toute la partie où on permet au cerveau de ralentir. Donc, je parle assez lentement, j'amène à des changements de rythme, à des changements de situation. Je vous demande de fixer un point, de fermer les yeux, voilà, on va bientôt commencer la séance à proprement parler. Et puis ensuite, je vous donne quelques indications. Et là, vous allez pouvoir mettre en place votre propre scénario. Alors le thème du Téléthon de cette année, c'est les super-héros. Donc j'ai proposé une séance qui soit basée sur devenez le héros de votre légende personnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre de Paulo Coelho, qui parlait beaucoup de sa légende personnelle. Donc la légende personnelle, c'est sa propre trace, c'est sa propre histoire, c'est faire son propre chemin, avec ses propres ressources, avec ses propres merveilles intérieures, d'arriver à découvrir qui on est vraiment et faire ce qu'on est venu réaliser, ce qu'on est venu faire avec nos qualités, avec nos spécificités, notre unicité. Et pour chacun, le chemin est unique. Donc le héros, il est collectif, hein, parce que ça va être Superman, Wonder Woman, ou Catwoman, enfin, il n'y en a pas 50 000 non plus, des super-héros, ce qu'on appelle les super-héros, ce sont des héros de légende, mais on peut aussi avoir un héros qui soit différent, qui soit un acteur, ou un personnage politique, ou un personnage de livre. Donc ce qui est important, avant de commencer la séance, c'est que chacun ait sa propre représentation de son héros. Et donc d'avoir son propre héros et de se le représenter, donc héros féminin ou masculin pour chacun. Si on est une femme, on peut aussi avoir envie d'être Superman, hein, je ne sais pas, ça appartient à chacun, ça j'ai pas de jugement là-dessus. Et vous allez donc vous représenter votre héros personnel et vous allez surtout savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans ce héros. Quelle est la qualité ou les qualités que vous aimeriez pouvoir intégrer. Qu'est-ce qui vous semble qu'il vous manque à vous pour vous comporter comme ce héros? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce héros partage avec vous comme qualité, comme ressource, comme comportement? D'accord? Donc, c'est important que vous sachiez un petit peu avant vers quoi vous allez. Parce que quand on commence une séance d'hypnose, même si là on ne va pas faire de l'hypnose profonde parce que c'est une démonstration, donc ça reste quand même voilà, quelque chose d'assez léger, c'est pour faire une découverte, c'est pour comprendre comment ça marche et c'est pour s'approprier l'expérience pour pouvoir le refaire chez soi. Mais ce n'est pas forcément de l'hypnose profonde qui va vraiment... quand on fait des séances dans le groupe, on va beaucoup plus loin parce qu'on est habitué à travailler ensemble et donc on va plus loin. Et quand on fait une séance individuelle, et bien évidemment, étant donné que ça s'adresse à l'inconscient de la personne, c'est beaucoup plus spécifique et bien sûr qu'on peut faire un travail thérapeutique bien plus approfondi, bien plus précis. Alors là, je vous dirais simplement qu'il n'y a pas de bon vent à qui ne sait où il va. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cap, si vous n'avez pas de destination, si vous n'avez pas d'endroit où vous avez envie d'aller, vous n'aurez aucun bon vent. Donc, pour arriver à faire correctement votre séance d'auto-hypnose, il va falloir vraiment vous représenter. Bon, voilà, là, arbitrairement, je vais décider, j'ai peut-être 3 héros, je m'en prends un qui me tente bien, parce que j'ai vu le film ou parce que voilà, ça m'inspire. Et qu'est-ce qui vous inspire chez ce héros? Ça peut être le courage, ça peut être la détermination, ça peut être
une certaine façon d'être dans l'action, d'être dans la justice, d'être dynamique. Vous voyez, il y a des tas de qualités. Et peut-être on peut se dire, mais moi finalement je manque de ça, je n'ai pas développé assez cette capacité, j'aimerais vraiment avoir voilà, plus de séduction, un comportement plus dynamique, plus actif, voilà, d'aller sauver, d'aller être utile, d'aller me comporter, bah oui, en héros, c'est quoi un héros pour vous? Donc d'aller chercher vraiment cette ressource, ça veut dire quoi pour vous, ce super-héros? Qu'est-ce qu'il apporte plus? Qu'est-ce qui est le plus génial dans ce qu'il apporte? Alors bien sûr, il a des super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs qui lui apportent quoi? Donc si vous aviez envie d'acquérir ce super-pouvoir, ça serait quoi et pourquoi faire? Vous voyez? Donc faites-vous votre propre représentation de qu'est-ce que vous souhaitez obtenir, et vous allez voir que vous pouvez commencer à l'intégrer dans votre vie. Hein, donc, quand on fait une séance d'auto-hypnose, on ne se dit pas, moi je veux gagner au loto, hein, parce que ça ne dépend pas de vous. Ce qu'on va faire, c'est aller chercher des qualités, des ressources qu'on va pouvoir piloter, se dire, mais voilà, cette qualité-là, elle me manque, mais je peux l'intégrer, parce qu'elle existe. C'est une ressource naturelle chez l'être humain, puisque certains êtres humains l'ont. Donc, chez moi, je ne l'ai pas mise en route, je ne l'ai pas intégrée, je n'en suis pas servie, je n'ai pas été suffisamment peut-être sollicitée sur cette capacité. Mais si aujourd'hui je vais chercher cette qualité en moi, si je vais la solliciter, si je l'invite en moi, si je la booste, eh bien oui, elle va commencer à émerger et puis à me ramener vers quelque chose de beaucoup plus présent. Et la petite personne timide et timorée peut devenir quelqu'un de beaucoup plus, je dirais pas agressif parce que c'est pas forcément positif, mais beaucoup plus présent et beaucoup plus écouté, beaucoup plus considéré. Et ça me fait penser à un conte du vieil Indien qui raconte à son petit-fils, tu sais, dans l'homme, il y a deux loups qui s'affrontent. Il y en a un gentil, bon, bienveillant, généreux. Et puis il y en a un autre qui est avide, qui est jaloux, bête et méchant. Et ces deux loups s'affrontent. Et le petit garçon dit à son grand-père, et alors lequel va gagner des deux? Et le grand-père lui dit, bien celui que tu nourris. Et bien ces personnages-là, ces qualités-là, si vous les nourrissez intérieurement, eh bien, vous serez ça, quoi. Si vous nourrissez la générosité, le courage, la capacité à dépasser vos limites, eh bien, vous allez intégrer ça, quoi. Et si vous nourrissez, je sais pas, voilà, le petit truc de je suis pas capable, toutes ces considérations sur soi-même, si on se les ramène chaque jour, eh bien, on ne va pas y aller. On va rester dans ses limites et dans sa considération médiocre de soi-même. Et ça, c'est juste des étiquettes qu'à un moment donné se sont placées sur notre chemin, et on n'est absolument pas ça. C'est juste un conditionnement. Donc moi, ce que je propose à travers cette séance, c'est de déconditionner. Voilà. Et je vais vous proposer maintenant de rentrer, à proprement parler, dans la séance. Donc j'espère que vous avez tous pu visualiser un héros, et puis visualiser, ou en tout cas vous représenter les qualités ou la qualité principale que vous aimeriez intégrer dans votre vie pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer votre confort, améliorer votre relation avec vous-même, avec les autres. Donc je vais vous proposer de vous installer très confortablement. Pendant la séance, vous aurez le droit de bouger, de faire ce que vous voulez. Si possible, de préférence d'avoir les pieds posés sur le sol, d'avoir une attitude plutôt ouverte. Ouverte, ça veut dire, vous voyez, d'éviter les choses de fermeture, bon, sauf si vous avez froid ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, de vous laisser aller. Si vous avez des tensions dans votre corps, que vous les ressentez, vous pouvez les laisser aller, vous pouvez
vraiment vous relaxer le plus possible. Et je vous propose de fixer donc un point devant vous qui peut être un point fictif ou un point réel. Vous cherchez dans votre environnement, plutôt devant vous, sans tourner la tête, en restant dans l'axe. Trouvez un point qui soit fixe, pas un point sur moi, parce que je pense. Et puis vous allez garder votre regard sur ce point. Et vous allez, en même temps que vous gardez vos yeux ouverts sur ce point, vous allez respirer, regarder le point et en même temps que vous regardez ce point, vous pouvez laisser descendre votre respiration très profondément à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous laissiez glisser une partie de vous à l'intérieur de votre corps. Et en même temps, le point est toujours là, et en même temps, une partie de vous-même est en train de commencer à changer de rythme, changer de structure, changer d'énergie. Et vous commencez à, tout en respirant, tout en expirant, vous commencez à vous laisser aller. Vous laissez aller au rythme de plus en plus lent, de plus en plus confortable. Et à partir de ce point que vous fixez devant vous, vous pouvez regarder au-dessus du point tout en continuant à fixer ce point. Prenez conscience de la distance qu'il y a entre ce point et votre champ visuel supérieur. Prenez simplement conscience tout en gardant ce point d'observation. Et puis, dans le même temps, vous pouvez garder ce visuel, ce focus, ce regard focusé sur ce point, sur la partie la plus haute de votre regard. Et vous pouvez mesurer aussi comment, dans le bas de ce regard, vous pouvez voir toute l'image devant vous. Vous avez en même temps ce point et vous avez la mesure de tout votre regard qui voit tout ce qu'il y a à voir devant vous. Et vous regardez sans regarder. Et c'est comme si votre regard allait au-delà du point, au-delà du mur, au-delà de ce qui se passe ici, au-delà de la pièce, au-delà de l'espace. Et en même temps, vous avez ce point et vous avez l'espace qui sépare vos yeux, qui sépare votre regard de ce point. Et vous prenez conscience de tout cet espace et de ce point, et le regard qui se fait de plus en plus précis, de plus en plus large, et votre respiration de plus en plus profonde. Et au bout d'un moment, à force de regarder ce point, il est possible que votre regard se fatigue, il est possible que vos yeux piquent, qu'ils aient envie de se fermer. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos paupières ou bien garder vos yeux ouverts, c'est comme vous le voulez. Et au cours de cette séance, il est possible que vous ayez envie de ne pas écouter ce que je raconte. Et vous avez toutes les permissions. Vous pouvez ne pas écouter. Car votre inconscient est présent à ce que je lui raconte. Et votre conscient, lui, peut aller faire un tour. De la même façon que lorsqu'on était enfant, on regardait parfois par la fenêtre de la classe et notre esprit s'éloignait pour aller de plus en plus loin, vagabonder, et que nous partions très loin dans nos rêves, dans notre imaginaire. Et aujourd'hui, vous pouvez faire la même chose et vous n'avez rien de spécial à faire, car votre inconscient sait parfaitement ce qui lui est nécessaire pour se mettre en sécurité et pour apprendre de nouvelles ressources. Et je ne sais pas par où, de quelle façon, votre inconscient va vouloir rentrer en transe, si c'est par la droite, si c'est par la gauche, peut-être par les pieds,
il y a une bonne façon d'entrer en hypnose. Et vous saurez certainement trouver un chemin quand ça sera le moment pour vous. Et vous pouvez continuer à ralentir tous vos rythmes, comme si c'était des cycles à l'intérieur de vous, des cycles qui se mettent à ralentir, comme si le temps était suspendu, comme si tout votre corps était en apesanteur. Et tout devient très léger, très doux, très confortable. Et tous vos systèmes intérieurs peuvent ralentir aussi. Et votre cœur et toutes vos fonctions se mettent à ralentir dans le mode qui est le plus juste pour elles. Et quand c'est le moment pour vous, peut-être que vous avez déjà fermé les yeux, sinon je vous invite à le faire. Car beaucoup de gens y voient beaucoup plus clair, les yeux fermés. Et comme une maison ferme ses volets, vous pouvez fermer vos paupières pour vous trouver en sécurité et dans le confort de votre intérieur. Et je vous invite à descendre encore dans vos espaces intérieurs, descendre dans votre inconscient. Et je vais vous proposer pour cela de prendre un escalier en face de vous. Et vous prenez cet escalier et vous descendez. Et il y a 10 marches à descendre. Et je vais compter avec vous les 10 marches pour descendre encore un peu plus profondément dans votre inconscient, dans votre forme intérieure. Et vous voici arrivé devant la 10e marche, la marche la plus haute, et vous descendez 9, 8, 7, et vous continuez à descendre confiant. 6, 5, et vous êtes à mi-parcours d'une transe hypnotique. 4, 3, 2, et vous êtes presque arrivé à votre destination. 1, 0. Et vous arrivez sur une plateforme, la plateforme de votre cinéma intérieur. Et là, il y a une belle salle de cinéma et un magnifique fauteuil vous attend. Et vous allez vous asseoir sur ce fauteuil et vous pouvez vous représenter la scène et votre fauteuil et la distance qui vous sépare entre cette scène et votre fauteuil. Et sur cette scène apparaît votre héros, le héros de vos rêves, celui dont vous avez envie, celui dont vous aimeriez qu'il vous enseigne ses pouvoirs, ses capacités, ses dons, ses ressources. Alors vous allez observer ce héros, cette héroïne, et vous allez vous approcher en conscience, tellement proche, tellement semblable à lui-même,
que vous allez fusionner avec ce personnage. Vous allez complètement fusionner. Et vous allez devenir, pour quelque temps, devenir ce personnage. Et vous pouvez sentir que son regard est le vôtre. Et vous voyez à travers ses yeux. Et vous sentez à travers ses mains. Et peut-être que ce héros sait voler, peut-être que ce héros sait faire des choses que vous ne savez pas faire habituellement. Et vous pouvez lui demander qu'il vous montre tout ça. Et ce héros va s'intégrer dans vos capacités. Il va vous montrer le chemin d'une voie de libération, d'une voie qui va vous indiquer comment partager, comment comprendre ses secrets, comment devenir un peu lui-même, car vous êtes déjà entré en lui-même. Vous avez déjà complètement fusionné avec ce héros. Et vous pouvez percevoir tout ce qu'il est, tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il vit intérieurement. Ressentez tout ce que ce héros vit dans ses émotions, dans sa force, dans son courage, dans toutes ses qualités. Et demandez à ce héros, demandez de partager avec vous la qualité dont vous pensez que vous avez le plus besoin. Et vous allez passer un petit moment avec ce héros à l'intérieur de lui, en communion avec lui. Et vous allez pouvoir intégrer ce qu'il vous donne là, comme un cadeau énorme, un cadeau que vous allez recevoir avec le cœur, recevoir avec l'esprit, recevoir avec votre ventre et tout le courage qui s'y trouve. Et toutes les parties du corps sont sollicitées dans cet échange. Et vous allez recevoir cette qualité qui vous manque. Et cette qualité va commencer à infuser, à se diffuser à travers vous. Et vous allez ressentir comment c'est quand on a cette qualité. Si c'est du courage, ressentez le courage à travers vous. Si c'est d'être plus à l'action, ressentez l'action. Ressentez le mouvement à travers vous. Et faites vibrer cette qualité en vous. Ressentez avec la respiration qui vous met en mouvement. Ressentez tous les bienfaits, tout le bien-être de cette qualité. Ressentez comme vous êtes différent. Et voyez comment votre vie pourrait changer en restant avec cette qualité. Demandez-vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour garder cette qualité avec vous? Comment est-ce que vous pourriez l'inviter tous les jours dans votre vie? Je vous laisse quelques minutes avec votre inconscient pour qu'il vous montre avec sa sagesse comment vous allez pouvoir intégrer cette qualité principale, comment vous allez pouvoir vivre à travers ce personnage et absorber ses super pouvoirs, absorber ces super qualités qui vous font défaut. Et je vous laisse accueillir ces vibrations, accueillir ces qualités
qualité d'âme, qualité psychologique, cette façon de fonctionner. Accueillez toutes ces différences. Ressentez la différence que cela fait dans votre vie, avec votre façon habituelle de fonctionner et avec ses qualités. Et choisissez, si vous souhaitez, garder cette qualité avec vous. Et votre inconscient sait parfaitement quoi faire avec cette capacité. Je ne sais pas à quel moment votre inconscient va vouloir faire vivre ses qualités. Peut-être que ça sera ce soir même. Peut-être que ça sera demain matin, à votre réveil. À un moment donné, quelque chose va s'activer en vous. Quelque chose qui vous montrera que vous avez acté, que vous avez décidé pour votre vie, que vous avez intégré cette qualité. Et vous pouvez remercier votre inconscient de vous avoir accordé toute cette attention. Et je vous invite maintenant à tranquillement, à votre propre rythme, reprendre conscience avec ce qui se passe à l'extérieur, en commençant à retourner vos sens vers l'extérieur de la pièce, en reprenant contact avec votre assise sur la chaise, avec vos pieds posés sur le sol. Contact avec les bruits de la salle, de la ventilation, avec les bruits de ma voix qui se fait un peu plus présente. Et puis, contact avec vos mains. Et vous pouvez, quand vous serez prêt, commencer à rouvrir les yeux. Et peut-être que déjà, vous vous sentirez différent en ayant intégré toutes ces belles qualités. Voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de résistance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont senti des choses qui se passaient? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a eu des choses vécues? Oui. J'ai abandonné pas longtemps avec la chef. Ouais. J'ai voulu bouger et je étais incapable de bouger. Le sourcil pour me gratter, je ne pouvais pas me le gratter. Ça veut dire que vous êtes bien suggestible. Donc, dans une hypnose de spectacle, vous seriez directement monté sur scène. Hein. Je voulais pouvoir le faire et les mecs étaient là. Non, mais ça c'est bien, ça veut dire que vous pouvez facilement travailler avec l'hypnose, quoi. Parce que, évidemment, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas hypnotisables. Et en fait, il s'avère qu'on l'est tous plus ou moins. Mais la profondeur de ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire que c'est toute la partie de préambule, avant d'apporter les suggestions, avant de rentrer en proprement parler dans la suggestion de l'histoire, de ce que vous êtes venu vivre, eh bien, il y a tout un préalable qu'on appelle l'induction. C'est la façon dont on fait rentrer la personne en hypnose pour ralentir ses rythmes. Voyez ? Et pour certaines personnes, ça peut être assez rapide. Vous êtes probablement parmi les personnes suggestibles. Mais il y a des gens qui sont assez résistants, parce qu'ils ont besoin de contrôler. Et c'est parce que leur histoire s'est construite comme ça. C'est parce qu'ils ont appris à contrôler, parce que faire confiance, ça ne les a pas aidés, quoi. Donc il faut s'accueillir comme on est. Si on a besoin de contrôler, on a besoin de contrôler. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout simplement, il faudra un peu plus de temps pour aller en hypnose.
Donc à ce moment-là, il faut que l'hypnose s'adapte. Et c'est vrai que quand on fait une hypnose de groupe, eh ben, on est obligé de le faire pour tout le groupe, donc on ne va pas non plus passer. Et puis, si je fais vraiment une hypnose très profonde qui va convenir à l'ensemble du groupe, et bien ceux qui sont très suggestibles, eux, ils vont aller vraiment dans une hypnose très profonde. Et après, pour les faire ressortir, c'est pas non plus évident, il va falloir leur chanter la Marseillaise parce que ça va pas être facile de ressortir comme ça, quoi. Donc, enfin, moi, je ne fais pas d'hypnose très profonde quand c'est dans une première séance comme ça, que c'est une prise de contact, parce que on ne connaît pas forcément les gens, il peut y avoir des susceptibilités au niveau psychologique, s'il y a des dépressions profondes, etc. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop toucher. Donc, c'est pour ça que je reste dans quelque chose, là, ce soir, j'ai voulu faire quelque chose d'assez ludique, qui soit positif pour tout le monde. Parce que bien entendu, on ne va pas aller toucher des choses qui peuvent inviter à des traumatismes. Hein. Tout ce qui est des mémoires traumatiques, on va éviter évidemment de parler ça en public parce que ça peut être extrêmement douloureux et avoir des réactions brutales. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que si vous voulez, par exemple, vous faire opérer sous hypnose, vous n'aurez aucun problème. C'est bien, ça évite de la chimie. Hein, mais aujourd'hui, l'hypnose médicale est enseignée en CHU. Hein, il y a des tas de médecins qui se forment aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'infirmières aussi. Moi, je vois beaucoup d'infirmières dans les formations d'hypnose. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? J'ai pas entendu. Vous vous auriez endormi une fois allongé, ouais. Ça nous arrive, hein, même dans la salle, même dans le groupe, de temps en temps, on entend un petit ronflement. Donc voilà, ça arrive. Alors, c'est pas conseillé de s'endormir, hein, ça veut dire que normalement l'état hypnotique, c'est l'état qui précède le sommeil. Donc ça veut dire que les ondes cérébrales ralentissent, mais c'est vraiment juste avant le sommeil. Et d'ailleurs, je vais vous donner un truc qui est vraiment de l'auto-hypnose. Avant de vous endormir, ne faites pas du tout le compte de tous vos problèmes. Parce que là, vous allez vous endormir avec vos problèmes et vous réveiller avec vos problèmes. Et vous risquez de rêver avec vos problèmes et vous allez vraiment vous engouffrer dans « je suis un problème, ma vie est un problème ». Donc, le soir avant de s'endormir, on s'endort juste au moment de l'endormissement. C'est vraiment important d'ouvrir son esprit à quelque chose de beau, à quelque chose que vous avez réussi aujourd'hui, à la bonne journée que vous allez peut-être passer demain. Enfin, invitez quelque chose de chouette au moment de l'endormissement. Connectez-vous à la partie la plus élevée de vous-même. Si vous croyez à vos guides, à vos anges, vous invitez votre ange, votre guide de venir vous aider à passer une bonne nuit, ou simplement la partie la plus élevée, la plus lumineuse de vous-même. Invitez une belle pensée. Enfin, faites de votre mieux pour ne pas ressasser vos problèmes au moment de l'endormissement, parce que sinon c'est là-dedans que vous allez partir, et alors avec des rêves lourds, etc., puis un réveil pas sympa non plus, parce que toute la nuit, en fait, vous vous hypnotisez sur le mode de ce que vous racontez au moment de l'endormissement. Donc pensez toujours, voilà, à votre super-héros au moment de l'endormissement, à sa qualité. Bon, voilà, tiens, tu vas me filer du beau courage, et puis pendant que je vais dormir, tu vas me montrer, tu vas m'enseigner comment demain je vais pouvoir intégrer tout ça dans ma journée. Ça, c'est une bonne pensée d'endormissement, et ça, c'est vraiment de l'auto-hypnose efficace et en même temps ludique, mais utile, quoi. Ne jamais s'endormir avec ses problèmes. Donc, quand on s'endort pendant la séance d'hypnose, eh ben, c'est pas terrible parce qu'en fait, on perd. Si on part vraiment dans le sommeil, il ne faut pas croire qu'on apprend en dormant, hein. Ça, c'est vraiment des bêtises qu'on a racontées à un moment donné. Là où on apprend le mieux, c'est juste avant, dans ces ondes ralenties. Et là, il y a vraiment un processus d'apprentissage qui est vraiment bénéfique. Vous allez vraiment pouvoir, si vous apprenez juste dans cet état de conscience un petit peu élargi, un petit peu ralenti, comme ça, là, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir intégrer des qualités, faire de nouveaux apprentissages, etc., ou même apprendre une langue étrangère. Mais si vous partez dans le sommeil, là vous vous coupez. Vous n'êtes plus dans le processus hypnotique. Donc c'est vraiment avant, hein, c'est dans ce ralentissement, dans ce moment précis,
Hein, c'est pour ça que bon, bah, c'est quand même mieux de le faire avec un hypnothérapeute, parce que la personne peut voir où vous êtes, vous ramener et faire ce processus comme ça de veiller à ce que la personne soit toujours au bord de cette conscience et de cet inconscient, quoi. Et c'est vraiment là qu'on peut faire des transformations en soi, quoi. Parce que tout ce qu'on a appris et toutes nos fonctions naturelles, les battements du cœur, etc., tout ça, ça se fait inconsciemment, hein, tous ces processus, c'est vraiment l'inconscient. L'inconscient, c'est comme si vous faisiez un iceberg, vous voyez, vous avez 10% de cet iceberg qui représente votre conscient, et 90%, les 9 dixièmes de ce bloc, bah, c'est l'inconscient. C'est ce qui est en dessous de la surface, et c'est ce qui manœuvre tout l'iceberg. Parce que tous les processus, toutes les pensées, toutes les émotions sont faites par l'inconscient. Il y a d'autres questions? Comment vous arrivez à lâcher prise? Parce que moi, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. J'ai du mal à lâcher. Et vous dites qu'il faut laisser ses problèmes et s'endormir, mais c'est eux qui ne vous lâchent pas, c'est pas vous qui vous... Non, alors en fait, c'est pas vrai ça. Parce que, en fait, non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les problèmes, on les garde. C'est juste qu'on a pris l'habitude, on a tellement pris l'habitude du petit vélo que l'esprit, en fait, vos pensées contrôlent votre vie. Normalement, là, il faut vraiment réapprendre à utiliser son cerveau. Hein. C'est vraiment, en neurosciences, on voit ça, quoi. C'est-à-dire que votre cerveau, normalement, c'est vous qui le pilotez. C'est vous qui devez faire les apprentissages. C'est pas votre cerveau qui doit vous contrôler. C'est vous qui décidez. Ça, c'est le bon cerveau qui fonctionne correctement. Si vous êtes dans le petit vélo et que vous n'arrivez pas à arrêter vos pensées, c'est que vous êtes trop dans le mental. Donc vous avez besoin de redescendre dans votre corps. Et bien, la méditation, elle aide à ça. La méditation, elle passe par quoi? Elle passe par le corps. Elle va vous inviter à faire attention, par exemple, à votre respiration. Prendre conscience des plantes des pieds. Faire attention à votre orteil du pied gauche. Et puis au talon. Et puis au mollet. Et puis ressentir la cheville. L'intérieur du mollet, le genou. Vous voyez? Et quand vous êtes dans ce descriptif, que vous le faites vraiment, parce que si vous dites oui, toujours, mais moi je reste où je suis parce que j'y vais pas, eh bien ok, c'est une décision intérieure que vous pouvez prendre. Mais si vraiment vous êtes de bonne volonté, et que vous dites, mais oui, mais c'est vrai, quoi, je veux sortir de ce petit vélo, je veux contrôler mes émotions, je veux pouvoir utiliser toute ma panoplie d'émotions et de pensées. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment décider d'aller chercher vos ressources et puis de contrôler un minimum. Après, quand on est submergé par une émotion, parce qu'on a une énorme tristesse ou une énorme joie, ok. Mais quand tous les soirs vous vous endormez avec votre petit vélo, que vous n'arrivez même pas à dormir parce que tellement ça vous ravage la tête, ça c'est vraiment que du négatif, quoi. Je ne vois pas très bien qu'on peut faire d'utile avec ce truc-là. Donc en fait, c'est vraiment à nous de nous rééduquer, et l'hypnose et la méditation, ça sert à ça. Ça sert à rééduquer le cerveau et le fonctionnement du cerveau. C'est pour y mettre du sens et dire, bon, attends, là, tu ne vas pas m'embarquer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il fait une seule chose à la fois. On a beau dire que la femme, elle fait 36 choses à la fois, elle s'occupe du lait sur le feu et du bébé et du machin, etc. C'est faux. Le cerveau sait faire une seule chose à la fois. Donc, si vous dites à votre cerveau, va dans le boîte-pied, dans l'orteil, là, celui-là. Et puis là, tu es dans la plante du pied. Tu mets toute ton attention dans cet endroit. Et puis ensuite, tu es dans la cheville. Puis après, tu lâches le pied, tu vas dans le mollet gauche. Et toute ton attention réside dans le mollet gauche. Et tu es bien attentif à tout ce qui se passe dans ce mollet gauche. Eh bien, le mental, il va quitter sa place. On va être dans l'attention au corps. C'est ça la pleine conscience. C'est ça le mindfulness de John Kabat-Zinn, qui est un célèbre psychiatre américain, qui a mis au point cette méthode qui est assez géniale et qui est enseignée partout dans le monde aujourd'hui, et qui soigne les dépressions, et qui soigne les angoisses, etc. Tous les états, justement, où on a mal utilisé le mental. Et donc ça se fait par la pratique. Et quand on dit j'y arrive pas, ben c'est simplement qu'on n'essaye pas. Et si on essaye vraiment, et qu'on essaye avec des bonnes méthodes, je ne vous dis pas en suivant des trucs sur Internet qui s'appellent méditation,
et que en fait c'est pas de la méditation, on va vous trimballer avec le guide de lumière et machin, et vous arrivez dans une clairière avec des petits lapins magiques, c'est très joli, mais ça c'est de la relaxation, d'accord? Ça c'est pas de la méditation. La méditation, ça vous fait quitter l'espace du mental, donc on n'est pas dans la représentation de quoi que ce soit, on est dans l'observation pure. Alors on va observer sa respiration, on va observer ses pensées éventuellement quand on aura pris l'habitude d'observer son corps. On va observer comment on revient sans arrêt à des pensées répétitives. On va observer comment on juge tout le temps. Et ça, c'est petit à petit. Vous voyez, il y a une méthode pour apprendre à méditer. Ça ne s'improvise pas, mais c'est très facile. Mais il faut y mettre du sien. Il faut vraiment de la bonne volonté. Et je dirais de la volonté tout court. C'est-à-dire, pas de la volonté dure qui se dit, bah tiens, je vais me mettre un coup de pied aux fesses, puis je vais le faire. Mais de se dire, mais finalement, je vis dans un tout petit espace de moi-même, avec du poison, avec des choses qui ne me conviennent pas et qui m'empoisonnent et m'emprisonnent, alors j'ai envie d'ouvrir cet espace. Eh bien, allons-y. Allons-y parce qu'il y a des techniques, il y a des moyens pour ça. Donc ça dépend que de la personne. Il y a plein de gens qui enseignent la méditation de façon tout à fait... Il y a des techniques. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que sinon... Parce que le problème d'Internet, c'est que c'est génial, on peut apprendre des tas de choses, mais aussi, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre parce qu'il y a énormément de gens qui s'intitulent je ne sais quoi, des développements personnels, des machins, des trucs. Il y a des trucs bien, et quand on n'y connaît rien, on peut s'y perdre. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est suivre un module de formation, même si c'est par rapport à un bouquin, mais s'y tenir, en faisant vraiment les exercices. Si vous n'avez pas le temps d'assister à des séances ou autres, vous le faites. Mais rééduquer son cerveau, ça s'apprend. Autrefois, on pensait que le cerveau, il était fixé une fois pour toutes. Ah ben moi, je suis comme ça. Mais non, c'est faux. On s'est aperçu, en neurosciences, que le cerveau est comme le reste, extrêmement meuble. Évidemment que plus on est jeune, par exemple, un enfant qui a une problématique, peur de l'eau, quoi que ce soit, ça va très très vite. Un enfant, en hypnose, 2 séances, c'est plié. Un adulte de 75 ans, en hypnose, c'est une autre paire de manches. Après, ça dépend comment on a verrouillé son cerveau. Et plus on a besoin de contrôler les choses, plus évidemment, il va falloir un peu de temps, un peu d'apprivoisement avec la personne, avec la confiance, avec le... Mais voilà, on n'est pas là pour manipuler l'autre, on est là pour l'aider à accéder à ses propres ressources. Une fois que l'autre a compris ça, puis qu'il a compris qu'il faut qu'il se fasse confiance, qu'il fasse confiance au processus, il peut commencer à lâcher prise. Lâcher prise, ça s'apprend. Ça s'apprend en lâchant. C'est pour ça que moi, je fais dans les mêmes séances, dans les mêmes ateliers, une première partie en méditation pour apprendre à chacun à rentrer à l'intérieur de son corps, à observer ce qui se passe, pour lâcher le mental, observer la respiration, observer les sensations, observer les sentiments qui nous manipulent, qui parfois nous visitent. On peut vraiment des émotions. Si on a de la tristesse, des fois on n'est même pas au courant qu'on est triste. Donc c'est vraiment se ressentir, se dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe là pour moi aujourd'hui? Et puis de se dire que oui, je ressens de la tristesse. Mais vous voyez, des fois on n'est même pas au contact de nos émotions. Donc peut-être en étant déjà au contact, on peut décider de voir si cette émotion nous convient ou pas. Oui, je suis triste parce que j'ai une raison, oui, c'est normal, ça va passer, il s'est passé ça. Bon, et là on peut accueillir la tristesse. Mais des fois, on est triste parce qu'on a pris l'habitude d'être triste. Et puis on ne le sait même plus. Mais cette tristesse-là, on peut la changer. On peut rééduquer. Rééduquer sa vie, rééduquer ses émotions, rééduquer son cerveau. Donc tout ça, ça s'apprend. Et c'est pas... Il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a personne qui résiste à ça, quoi. C'est juste une question de décision intérieure. C'est une question de bonne volonté. Je vous dis franchement, pour moi, la bonne volonté, c'est pas la volonté dure où on dit, mais vas-y, coup de pied dans les fesses et puis hop, fonce. Non, parce que cette volonté-là, elle ne tient pas longtemps. Si vous, par exemple, vous dites à une personne de faire un régime, il lui faudra de la volonté. Et combien de temps ça tient la volonté? Pas longtemps. Par contre, si vous y allez avec votre bonne volonté, avec votre envie sincère de lâcher votre prison, de lâcher vos limites, de vous dire non mais attends, mais
il y a possibilité de changer. D'autres l'ont fait, il y a des exemples, il y a des études là-dessus, quoi. Et pourquoi je n'irai pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester là-dedans? Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer? Et là, vous voyez, si ça représente trop d'efforts pour vous, que c'est pas le moment, ben c'est ok. Mais au moins, vous pouvez le regarder, ça. Et il n'y a personne qui est trop verrouillé pour ne pas y arriver. C'est juste une question d'intensité, mais l'intensité des verrous peut être proportionnelle à l'intensité du désir de lâcher ça. Et s'il y a suffisamment de désir, s'il y a suffisamment d'intensité de vouloir changer, eh bien oui, on va y arriver, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est vraiment... Mais il faut passer par des techniques. Hein. C'est pas en se disant « Ah bah tiens, il faut que je lâche prise. Ah bah, ça, c'est comme si vous vous disiez « Il faut que je dorme » quand vous êtes insomniaque. Il n'y a rien de pire que de se dire « Il faut absolument que je dorme parce que dans 3 heures, mon réveil il va sonner et puis il faut que je sois en forme. » Alors là, vous êtes sûr de ne pas dormir. Par contre, si vous pensez à ralentir, vous pensez à un ralentissement et je ralentis les ondes de mon cerveau et je lâche ma langue parce que la langue, c'est le support du langage et que quand on laisse poser sa langue à l'intérieur de sa bouche, eh ben, on va faire taire le mental parce que la langue, elle est reliée au système du langage. Donc si vous laissez aller votre langue à l'intérieur de la bouche, vous commencez déjà à faire taire une partie de votre bavardage intérieur. Ça cesse de bavarder. Vous voyez, vous pouvez commencer à vous foutre la paix au niveau du blablabla. Bla bla bla. Donc je lâche ma langue. Ça veut dire qu'à un moment donné, la langue, elle va changer de volume. Et peut-être la bouche va s'ouvrir. Et peut-être vous allez baver d'ailleurs. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça lâche. Ça veut dire que vous êtes déjà en train d'être d'accord avec ça et qu'il n'y a plus ce bavardage. Pensez à la langue quand vous vous endormez ou quand vous êtes trop dans le mental. Pensez à lâcher votre langue parce que votre langue, elle est liée à votre système langagier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un bon truc à connaître. Voilà. Je ne vais peut-être pas vous retenir plus longtemps. S'il y a des questions, je suis là. Vous pouvez venir me voir après, ou comme vous voulez. Voilà, il y a des petits flyers si vous voulez faire connaissance, voilà, faire participer à un atelier, n'hésitez pas. Et puis, merci d'être venu. Merci. Merci à vous.